Bonjour, je suis Alexis Méros et vous écoutez Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Mon invité du jour est de ceux à qui la vie n'impose qu'un seul choix. Certains entendent depuis leur plus jeune âge l'appel du Seigneur. Lui, c'est celui des rêves, de l'écriture, de la lecture qu'il a entendu. L'affaire aurait pu être elle aussi rapidement entendue, mais c'est d'abord un long chemin de croix qui s'est ouvert sous ses pas avant que le succès ne surgisse enfin il y a quelques années. Écrivain, le mot est lâché. Lui se sentait auteur au plus profond de ses tripes. C'était comme s'il tenait déjà la dernière phrase de son roman, ainsi que la première, ou la première, ainsi que la dernière. Et le plus compliqué ne résidait pas dans le fait de trouver la volonté de combler les 500 pages manquantes, mais bien dans la difficulté matérielle de s'y atteler. Car Dieu sait, hélas, que la vie n'est pas un paradis. Mon invité a donc vécu un enfer sur terre, ou du moins un purgatoire pavé de petits boulots pour lesquels il ne possédait aucune aptitude particulière, et dans lesquels il ne s'épanouissait pas. Mais je vous rassure, son existence ne se réduit pas à une visite du pandémonium. Il tire ainsi le diable par la queue jusqu'à ce que la publication en 2016 de son premier livre, En attendant Bojangles, ne le sorte de l'ombre pour la lumière. Le roman est rapidement sacré best-seller, adoré par des centaines de milliers de lecteurs avant d'être adapté en bande dessinée, au théâtre et même au cinéma. Mais il ne faut voir aucun miracle dans ce succès. Le mérite en revient uniquement à son travail, acharné, religieusement dès 4 heures, prière de ne pas le déranger, le créateur à l'œuvre, chaque matin, donne vie à des personnages attachants, transformant le café et la fumée de ses cigarettes en passionnantes histoires. Ce parcours aux allures de parabole sonne comme une revanche, celle d'un homme qui adore les mots, qui les savoure, qui leur voue une véritable passion quasi mystique. D'ailleurs, quand il se refuse à lui, quand l'inspiration l'abandonne, il grommelle dans son coin, il se sent en proie à tous les tourments, prêt à se crucifier. Non, je ne me moque pas, et j'ai personnellement beaucoup de tendresse pour mon invité qui, en grand pratiquant de l'autodérision, dévoile avec humour dans son dernier ouvrage, véritable petite perle autobiographique, ses peurs les plus intimes. De son angoisse de la page blanche aux difficultés d'exister, du sentiment d'illégitimité à trouver sa place dans la société, à l'inconfort de s'affirmer quand tout ce qu'on sait finalement faire, c'est inventer, écrire, compter. Et c'est afin d'évoquer tout cela, errance et révélation comprises, que je lui ai proposé de me rejoindre au café du commerce Barbès pour prendre avec lui un café au comptoir. Bonjour Olivier Bourdeau. Bonjour Alexis et merci et bravo pour cette présentation qui me touche beaucoup. Ben merci. On en est à combien de cafés ce matin ? Parce que j'ai lu que le café c'est le sang dans vos veines, j'ai l'impression. Oui. Là en l'occurrence ce matin assez peu parce que j'ai peu dormi. Et donc je me suis réveillé un peu à la bourre et voilà, donc j'en ai pris 2, c'est le 3e, mais c'est un double, donc ça fait le 4e quoi. Café, cigarette. Ouais, malheureusement ouais, j'ai ressombré dans la cigarette. J'ai écrit tout ce texte sans fumer une clope, c'est un texte sain. Il était validé tel quel. Oui, il devrait y avoir un tampon de l'ordre des médecins et le jour où j'ai arrêté d'écrire, ma petite cervelle a dû se dire c'est terminé les conneries maintenant et donc je suis arrivé chez ma tante en Espagne, il y avait des clopes, j'en ai pris une, puis j'en ai fumé 5 à la suite. Donc j'en déduis que vous n'écrivez pas dans les cafés. Non, j'ai comme vous l'avez rappelé, j'ai un rythme, une formule magique qui marche depuis le début, sauf là pour ce texte-là n'a pas marché à chaque fois. Je me suis retrouvé dans ma voiture, dans la montagne à écrire. Et j'ai constaté qu'on pouvait changer d'habitude et réussir quand même à écrire. Voilà. Mais mon classique, c'est quand même d'être la nuit avec mes clopes. Entre chien et loup, c'est ça ? Exactement, avec une bougie. Avec une bougie ? Ouais, je m'allume toujours une bougie, oui. J'allume une bougie, c'est une parfumée, clope. on veut tout savoir. Non, c'est une bougie basique, le premier prix. Mais j'aime bien ça, ouais. La musique à fond, une petite flamèche qui se promène et mon ordinateur et voilà, rien d'autre. Le café, c'est un endroit où vous allez de temps en temps ? Vous m'avez dit ici on peut se retrouver au café Barbès parce que ça évoquait quelque part un endroit que vous connaissez parce que vous avez habité un peu dans le coin. Oui, j'ai habité 1 an et demi dans cet arrondissement. Ce n'était pas les 1 an et demi les plus glorieux de ma vie, puisque j'envisageais de devenir journaliste.
que je m'étais beaucoup investi dans cet objectif, que ça satisfaisait tout le monde autour de moi, puisque les gens en avaient ras-le-bol que j'écrive des textes qui ne trouvent aucun éditeur, et j'ai eu une bonne note, ou une très bonne note même au CFPJ, au concours du CFPJ. Ça me semblait être le plus important et l'étape la plus grosse franchie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, je n'ai pas trouvé de journal pour m'accueillir. En stage, c'est ça? Ouais, j'ai dû envoyer 250 CV et je n'ai rien trouvé. Alors, il y avait un problème d'âge, puisque j'avais 30 ans, un truc comme ça, au-dessus de 28. Il fallait payer plus. Ah bah oui, voilà, oui. Donc ma candidature intéressait. L'apprentissage, c'est comme ça. Ouais, voilà. Il y a des règles. Donc on passait de 400 à 1002, quoi. Voilà. Et donc Vous étiez trop cher. Ouais, à 1200 €, j'étais beaucoup trop cher pour les journaux. Et bon, j'ai été peu reçu quand même par des journalistes. J'ai matraqué, j'ai cherché comme jamais j'avais cherché un boulot. Et puis ça n'a pas marché. C'est le dernier échec cinglant professionnel, puisque bon, déjà moi j'avais envie de le faire, c'était une profession qui m'intéressait, et puis surtout j'étais poussé par tout le monde, quoi. Mais de votre entourage. Oui, voilà, mais ce dernier échec m'a permis de vous tomber reconcentrer dans une dépression absolue. Non. Bah si, parce que quand on arrive, non, c'était même pas à 30 ans, c'était à 33. Quand on arrive à 33 ans, oui, à 33 ans, qu'on a presque tout foiré, en somme, dans la vie, et qu'on vit chez les autres, etc. Moi, ça me rappelle quelques bons souvenirs, mais c'est un sentiment de poisse ici, quand même, puisque il y a un stade où on envoie des textos aux gens pour savoir si on peut dormir chez eux, mais il y a un stade où on a tellement l'impression de les déranger qu'on attend qu'ils nous appellent. Donc il m'arrivait d'attendre ici ou dans d'autres cafés, que les gens m'envoient des textos en disant mais qu'est-ce que tu fais ce soir, où tu dors. Et donc ça met dans une situation. Il faut avoir quand même un bon degré de sympathie auprès des personnes, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, j'ai été très soutenu par pas mal de gens finalement. Je pense que j'ai pu compter sur une vingtaine de personnes qui m'aidaient d'une manière ou d'une autre. Mais à cette période-là, quand même, les gens commençaient à détourner le regard, parce que si vous voulez, chacun rentre dans sa vie, les gens commencent à avoir des enfants, donc ils vous demandent de quitter le canapé pour accueillir un enfant dans un berceau. Et puis chacun a ses problèmes. On a des factures dans les boîtes aux lettres, ce qui n'était pas mon cas, puisque je n'avais pas de boîte aux lettres. Et je peux pas leur en vouloir, je comprenais parfaitement. Il y a un moment où ils se disent mais attends, ta poisse. Vous écriviez à ce moment-là? Non. Des histoires? Non, pas du tout. Non, je logeais chez les autres. Je changeais tous les 2-3 jours de logement. Et c'est pas du tout pour faire Cosette, parce que je suis content de l'avoir vécu, je suis content que ce soit terminé, mais on arrive à un stade où on veut même plus faire de lessive chez les gens. Enfin, on arrive, on s'assied, et puis on n'emmerde personne, quoi. Donc on se promène avec un sac de linge dégueulasse. Au fond de vous, c'est-à-dire que cette envie, cette volonté d'écrire encore. Oui, à ce moment-là, j'avais plutôt la volonté d'intégrer un journal. Bien sûr. Et de me dire bon, ça y est, je vais rentrer dans un boulot qui me plairait. Enfin, j'imaginais en tout cas que ça allait me plaire, intéressant, et donc je m'accrochais à ça, mais comme je vous l'ai dit, ça n'a pas marché. Et donc un jour, je suis sorti du café Le Diplomate en dessous, et j'étais vraiment tétanisé, j'avais plus envie de bouger, j'étais bloqué sur le trottoir, et j'ai fait ce qui n'est pas un signe de victoire sur la vie, j'ai appelé mes parents. Et j'aurais dit je suis désolé, j'en peux plus, est-ce que je peux venir chez vous? Retour au bercail. Tout simplement, oui, ce que je me refusais à faire, enfin je le faisais, mais là c'était un aller sans, voilà, et je suis allé passer 7 semaines là-bas, parce que je devais revenir pour un rendez-vous au Pôle emploi, et j'ai écrit Bojangles à ce moment-là. En 7 semaines? Oui, mais parce que... C'est la vraie histoire. C'est la vraie histoire. Oui, c'est la vraie histoire, c'est que entre la sortie du Diplomate, qui se trouve dans la rue Poulet, au sommet de la rue Poulet, où j'étais tétanisé, où tout était gris, et franchement je me disais mais merde, j'ai foiré ma vie totalement.
Enfin, je m'en rendais compte depuis un certain temps, mais là c'était flagrant, j'avais nulle part où aller et je n'avais envie d'aller nulle part. Et le moment où j'ai atterri en avion à Alicante et que je suis sorti, qu'il faisait beau, qu'il faisait doux, que mes parents m'ont payé une cartouche de clope et que j'avais un petit appart pour moi et un endroit où... c'est un des sentiments les plus agréables de ma vie. Une renaissance. Comment ? Une renaissance ? Ben oui, c'est-à-dire que immédiatement, j'avais comme projet d'écrire, mais le lendemain matin, je me suis levé à 5h, je me suis mis à écrire et tout est rentré dans l'ordre. Parce que mon assiette était pleine sans que je m'en préoccupe. Moi, j'étais un parasite, donc si on n'est pas parasite, on n'est pas parasite auprès de ses parents, normalement, voilà. Et en plus, là, ils sentaient bien que j'étais au bord du précipice, donc ils ont été particulièrement adorables. Et mon père, qui a toujours été sec, sévère, violent, était arrivé à un stade où il se disait, bon, foutu pour foutu, voilà, enfin... Non mais je peux plus rien attendre de cet enfant, il a 33 ans, je l'ai engueulé, je l'ai foutu à la porte, je lui ai foutu des raclés, voilà, si je continue à l'engueuler, il va sauter par la fenêtre, donc... Et donc il a été particulièrement... bienveillant. Ouais, sympathique, souriant, et donc ça a créé un univers qu'on retrouve dans le texte, je pense, voilà, et c'est surtout... Je n'avais plus rien à perdre. Plus rien du tout. Enfin, c'est le moment où vous vous êtes pas retrouvé donc uncomfortable. Voilà, je cite ce mot parce qu'il est très présent dans votre dernier roman, en tout cas dans la première partie du... C'est un peu triste ce que je raconte depuis le début. Essayons d'être drôle. Je vais essayer d'être drôle. Mais bon, vous me demandez ce qui se passe avec ce café. C'était l'ambiance de ce quartier. Non mais c'est important parce Sauf que je trouve que justement ça donne beaucoup d'espoir pour des personnes qui écrivent. Il y a énormément de personnes qui ont ce virus de l'écriture ancré en eux et qui vont passer des années, des dizaines d'années à ne pas réussir, ne serait-ce qu'à avoir un contrat d'édition avec une petite maison d'édition. J'en suis parfaitement conscient. Jamais. Et ça donne un superbe espoir. Ben, j'espère. C'est vrai que je le voyais un peu comme ça quand j'ai terminé le texte. Mais il y a une autre anecdote, si vous permettez. Je vous en prie. C'est que j'ai rencontré une jeune fille à 4h du matin dans une soirée. Et à l'époque, j'avais mon premier roman, celui dont je raconte l'écriture, là. Et je le lui ai envoyé. On s'est quitté à 7h du matin. Et elle m'a répondu, on s'est retrouvés là, et elle est venue avec un carnet avec plein de questions. D'accord. Et c'était la première interview de ma vie. La première interview. Oui. Et nous avons passé 3 heures à boire des coups, et elle tournait les pages très sérieusement, elle avait noté des phrases, elle posait plein de questions, comme un journaliste, quoi. Elle en a fait quoi ? Elle en a fait quoi ? Ouais. Je ne sais pas, en tout cas, nous sommes mariés maintenant. Mais non. Si, c'est ma femme. Ah d'accord. Je suis allé vivre chez elle plus tard en Seine-Saint-Denis. Elle en a fait un mariage. C'était une enquête, quoi. Un enfant, mais ça c'est le côté extrêmement positif et lumineux parce que pour être honnête, et elle le sait très bien, je me suis dit qui c'est cette cinglée. Non, c'est vrai. Qui est cette cinglée qui a 40 questions à poser sur mon texte, qui a l'air passionnée. Alors, évidemment, j'avais l'impression de lui plaire aussi, donc c'était aussi une manière de me séduire. Mais j'étais à la fois touché, flatté, puis un peu mal à l'aise. Je me dis, En même temps, c'est vrai que quand on écrit, on essaie de séduire un lectorat, on essaie de séduire la lectrice, le lecteur. Mais c'est la première fois que j'ai été confronté à ça. À votre côté Don Juan textuel. Ça, je ne l'ai pas vu comme ça, mais elle me posait plein de questions très intéressantes et je me disais, bon, elle est charmante, mais elle est un peu flinguée, quoi. Elle avait rempli un carnet entier, parce que le premier texte faisait 451 pages. Voilà, et donc on s'est revus par la suite, et c'est devenu ma femme. Donc c'est pour ça, hier nous sommes venus dîner ici tous les deux, on s'est remis sur la même banquette. Pèlerinage. Pèlerinage, oui. En fait, j'avais complètement oublié l'existence de ce café.
Et quand vous m'avez demandé un café qui avait une histoire ou du C'est sens une- pour moi, finalement, je me suis dit voilà, c'est ma première interview. C'est une formidable histoire en tout cas. Oui, Et puis ici, ce ne sera pas la dernière interview. Alors, on parlait de choses un petit peu. On parlait de choses qui étaient peu réjouissantes, mais en même temps, dans les choses qui sont peu réjouissantes, il y a ce mot, la Schadenfreude, cette joie malsaine qu'on peut avoir. Vous l'évoquez dans le dernier roman, comme si c'était un sentiment qui vous est familier. Mais est-ce que quelquefois ça rassure d'avoir ce sentiment ? alors vous avez parfaitement raison, il y a un côté rassurant. Moi, j'ai toujours été admiratif et dédaigneux en même temps des gens qui écrivaient sur leur vie. Sentiment paradoxal. Totalement. C'est l'objet du délit. Ouais, je me sentais plus proche d'écrire une notice un mode d'emploi pour un micro-ondes que d'écrire sur ma propre vie. Ça me semblait très très éloigné. Et surtout, j'avais le sentiment, en tout cas c'était le cas pour mes premiers romans, d'avoir beaucoup d'imagination et Mais on vous de la mettre à retrouve dans les profit. personnages de vos premiers romans. Oui, ce sont les lecteurs et les journalistes qui me montrent à quel point je suis chacun de mes personnages. Ouais. Évidemment, je crois qu'on l'est tous. Je ne sais pas si vous écrivez, vous. Bah oui. Ouais. Voilà, on découvre au fil au fil des interviews, au fil des commentaires de lecteurs, tiens, ça c'est parfaitement moi et je ne l'avais pas vu comme ça. Pour tout vous dire, j'ai eu la chance de voir la pièce de théâtre adaptée à Barcelone, D'accord. dans un magnifique et beau théâtre. C'est très bon pour ma mégalomanie, par une comédienne très célèbre, et en catalan. La pièce est en catalan, j'y suis allé un lendemain de fête, j'étais fébrile, mais j'ai pleuré pour plein de raisons. Pourtant j'ai vu plein de fois la pièce en France, je connais ce livre par cœur. Mais même en catalan, j'ai compris que le moment où la mère devenait folle et qu'elle voulait écrire, elle changeait sa table de place pour trouver le génie. Mhm. Et c'est ce que j'ai fait moi aussi, c'est ce que je fais à chaque fois. Je lui ai mis ce trait de caractère sans me rendre compte que c'est ce que je faisais à chaque fois. Alors non pas que je devienne fou à ce moment-là, Ouais. mais il y a une peur panique. Comme essayer d'écrire dans une voiture. C'est un peu Comme ça. essayer d'écrire dans une voiture. Et à chaque fois, oui, j'ai la flemme et la frousse avant de me mettre au travail. Vraiment, ça me tétanise. Et là, ça m'a encore plus tétanisé, puisque pendant 7 mois, je n'ai écrit que des textes médiocres. Et, À quoi on reconnaît que ce qu'on écrit est mauvais ? Alors, c'est une très bonne question, parce que généralement, je n'ai pas de recul sur mon texte. C'est-à-dire que je finis ma séance de travail et je me dis, bon, bof, pas terrible. Ou sinon, je la termine en me disant, waouh, je me suis éclaté, j'ai passé un moment de grâce, un tunnel de 3 heures. Est-ce que ça tient à la petite musique des mots ? Certainement, et puis, vous le savez, puisque vous écrivez, l'expression de sentiments qu'on se sent incapable d'exprimer et qu'on exprime mieux qu'on n'aurait jamais pu l'imaginer, en fait. On se dit, mais c'est encore D'où ça mieux vient que ce que je pouvais avoir comme ambition. Et ça, c'est de la magie, ça. Je ne sais pas si vous faites d'un instrument ou si vous jouez en groupe, mais pour l'avoir fait, au moment où je sentais qu'on était touché par la grâce, c'est au moment où on a l'impression de ne plus jouer soi-même. C'est comme si on était emporté par le truc. Vous avez parfaitement Donc raison. c'est peut-être la même chose dans l'écriture. C'est la même chose dans l'écriture. Il n'en reste pas moins que je n'ai pas beaucoup de recul sur ce que j'écris. Et donc parfois, j'envoie un texte que je trouve bof, ou moyen plus, quoi, sans être convaincu. Mon éditeur me dit non, c'est bien. Et parfois, je passe dans un tunnel d'euphorie d'écriture et il m'appelle le lendemain en me disant ça va pas du tout. Donc j'ai pas beaucoup de recul. Voilà, je peux me tromper souvent, mais cette fois-ci, je savais à chaque fois que c'était de la merde. Parce que c'était manifestement mauvais, quoi. Enfin, je le sentais en l'écrivant, je le sentais en le relisant, je le sentais en relisant. Et quand parfois ça me semblait une merde optimum, plus une merde VIP, je l'envoyais à mon éditeur et qui me disait il va y avoir beaucoup de travail. Et donc je me dis c'est vraiment de la merde. Donc vous voyez, je me disais dans le doute, c'est peut-être une merde un peu moins fumante. Et puis de toute façon, à côté de
tous les étrons qu'il y avait sur mon fichier Word. Je me disais, bon, ça a l'air de sortir du lot. Allez, envoyons pour avoir un avis. Parce que si ça se trouve, je me plante, il va me dire, banco, on y va, tu tiens un truc. Mais non. Et bah non, il disait poliment, il va y avoir beaucoup de travail. Donc ça voulait dire que c'était de la merde, quoi. Donc je m'en rendais compte cette fois-ci. La plupart du temps, je m'en rends pas Et compte. vous étiez donc uncomfortable. Oui, oui, très. Je l'ai souvent été tout au long de ma vie, pas seulement dans le domaine de l'écriture. On va faire un vrai ou faux avec Olivier Bourdeau. Un café au comptoir. Vrai ou faux avec Olivier Bourdeau. Attention, vrai ou faux, parler de soi, ça équivaut à sniffer de la cocaïne au niveau des sensations. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Harvard, une étude très sérieuse. Je l'ai lu dans votre dernier roman. Oui, bien sûr, mais je cite Harvard, qui a été repris d'ailleurs dans presque toute la presse mondiale. Parler de soi activerait les mêmes zones que la cocaïne, un bon plat et faire l'amour. Alors, vous imaginez, je veux dire, si vous sortez avec votre psy, que vous lui faites l'amour avec un plat de spaghettis, ça peut être carrément pas mal, quoi. Bah oui, faut trouver la psy qui est favorable à cette idée quand même. C'est pas quelque chose qu'on propose à n'importe qui, mais je crois que c'est un peu vrai. Ça fait du bien de parler de soi. Là, je suis arrivé quand même à un stade où je parle de moi qui parle de moi. Et je dépasse les 60%, je suis à 80%. C'est le surmoi. Je ne suis pas sûr que ce soit bon pour la santé morale, mais quand j'ai donné cette interview au journal d'Ibiza, quand je suis allé me réfugier dans cette cabane pour écrire, c'est vrai que je suis arrivé, j'étais très raplapla, et le fait que quelqu'un s'intéresse à moi, me pose des questions sur ma vie... Comme l'a fait celle qui est devenue votre femme. Exactement, oui, mais elle a dû être au courant de cette étude avant qu'elle ne sorte. Une En intuition. tout cas, elle a bien joué, oui. Mais moi, je ne partage pas tout à fait cet avis, parce que je ne suis pas sûr que d'écrire sur moi me fait du bien, par exemple. Je n'en sais rien, mais je ne suis pas persuadé, je ne suis pas sorti reboosté comme si j'avais avalé 1 kilo de cocaïne, vous voyez, c'est... Je vous J'ai plutôt le déconseille de sentiment prendre d'être en 1 descente kilo. tout au long de l'écriture. Mais j'espère que ça va bien, là, que vous n'êtes pas uncomfortable à ce moment-là. Non, ça va, je vous remercie. Vrai ou faux, vous êtes amoureux du mot grommelé. Exact, j'aime beaucoup ce mot, comme tous les mots, mais il était dans mon carnet de vocabulaire. Vous avez toujours un carnet de vocabulaire? Non, hélas, non, c'est lamentable, c'est très triste. Là, j'essaie quand même d'apprendre de nouveaux mots de vocabulaire régulièrement, mais c'est moins industriel qu'avant, c'est moins artisanal surtout, parce que j'écrivais ça sur un carnet pourri au début. J'évoquais ça parce que je disais tout à l'heure que vous étiez un amoureux des mots, et j'ai l'impression que ce n'est pas juste pour tirer à vous certains mots peu usités, mais vraiment pour leur rendre honneur que vous avez envie de les utiliser. Et oui, vous avez parfaitement raison, pour leur rendre honneur, et surtout, par exemple, grommeler, ça a 2 significations, c'est le cri du sanglier, et c'est aussi marmonner entre ses dents. Ah oui, on a l'impression de voir un petit vieux qui fait... Je suis là. Exactement. Et Tu grommelles, mamie. Si je parle de ce mot, c'est qu'il a disparu des bibliothèques vertes. Je trouve que c'est une insulte à l'intelligence des enfants, à la capacité d'adaptation, d'apprentissage. Et surtout, c'est une insulte à la curiosité. On fait ça parce qu'on ne veut pas vexer certains enfants qui ne connaîtraient pas ce mot. Je pense qu'ils sont à l'âge où ils ont envie d'apprendre tous les mots. On peut leur offrir un dictionnaire. Oui, et ils ont enlevé carrousel, et je trouve que ça n'est pas une bonne démarche. Mon père m'a donné le meilleur conseil, c'est de tenir un carnet de mots, de vocabulaire. Et il m'a surtout dit, ce qui m'avait semblé curieux, déjà ça m'avait semblé bizarre son idée au début, et ensuite il m'a dit, tu sais, on utilise des mots toute la journée dont on ne connaît pas précisément le sens. C'est-à-dire qu'on sait, on le met à la bonne place, dans le bon ordre, et on l'utilise à bon escient. Mais si on vous dit, donnez-moi une définition précise de ce mot,
Bon, avez une idée. il va falloir un petit temps de réflexion pour bricoler une définition. Et il a raison. Et donc j'ai retrouvé ce carnet et il y a plein de mots assez communs, voilà, mais que je notais quand même parce que j'étais incapable de les... Et je trouve que ça se perd un peu. Ils font le sel de votre écriture. Ben oui, alors après, par exemple dans Pactum Salis, j'avais utilisé le vocabulaire, chaque métier a un vocabulaire très spécifique, et celui de paludier a un métier très... Déjà rien que ce mot, paludier. Ouais, oui. Et moi, j'étais cueilleur de fleurs de sel. Il y a quand même plein de gens qui me reprochaient d'être pédant, etc. Mais je parle des outils de ce métier. Je vais pas leur inventer un autre nom. Enfin, ils ont un nom précis. C'est le mot. La lousse, voilà. Et donc un œillet. Je trouvais ça sympa. Moi, je suis content d'apprendre des mots quand je lis. On va continuer à peu près sur le même thème. Vrai ou faux, vous détestez les expressions à la mode? Bah oui. Je les déteste. C'est pas à ce point-là. Si, j'ai l'impression. Je n'ai tapé personne. Mais j'ai pas obligé de taper les gens pour détester les choses. J'essaie de les éviter. C'est un parti pris que j'ai depuis très longtemps. Je n'avais pas grand-chose pour me distinguer dans la vie, et donc il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, c'est le chapeau. Je suis très attaché, oui, voilà. Et, quelque chose, la négation. Je ne peux pas, ne pense pas. Ça change tout dans une énonciation, voilà, une formulation de phrase, dans un phrasé et tout. J'y suis attaché, et la négation disparaît. Et ne pas utiliser d'expression à la mode, oui. Alors parfois ça m'arrive, vous voyez, uncomfortable, parce que inconfortable, ça ne veut pas dire la même chose. Oui, on le sent pas trop comme utiliser un mot à la mode. D'ailleurs, on l'entend peu, ce non, c'est sûr, on l'entend beaucoup dans le monde anglo-saxon. Voilà. Et c'est plus ça, comme un clin d'œil, en fait. Voilà, exactement. Oui, bah, à chaque fois qu'un type fait n'importe quoi, on dit qu'il est uncomfortable. Mais oui, je n'aime pas trop les expressions à la mode, effectivement. C'est votre côté dandy, un peu. Bah, écoute, je ne crois pas. Vous avez toujours été un peu un dandy. Je ne crois pas être un dandy. Parlant. Alors, ça, c'est un passage que mon éditeur a enlevé dans ce texte. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai acheté la panoplie de l'écrivain du début du siècle dernier. J'avais un chapeau, je me promenais, je gagnais 1200 € par mois, et j'avais claqué 600 balles, l'inconséquent, le débile profond, dans un costume semi-sur-mesure. Qui était taillé comme celui d'un contrôleur de la RATP. C'était un scandale. Je m'étais complètement fait avoir, mais j'avais le sentiment qu'il fallait que je m'habille comme un écrivain pour commencer à l'être. Le costume fait l'homme. Ouais, voilà, c'était un peu grotesque, et donc bon, je parle avec un peu de tendresse de cette période, parce que je devais être profondément ridicule, mais c'est le début de mes réflexions pour mon premier livre. Et donc oui, j'avais des boutons de manchette, enfin, je gagnais le SMIC, je vendais aucun appartement, j'étais en situation d'échec total, et je m'habillais comme un faux dandy. Voilà, c'est un peu ridicule et touchant. Je tente de transformer depuis très longtemps, puisque c'est non seulement un mode de survie, mais aussi ma façon de payer mon loyer, et de, comment dire, d'être tout le temps accepté un peu partout. C'est que je distrais les gens avec mes problèmes. Je les transforme en farce. Avec votre bagou? Bah... Oui, c'est peut-être. Parce que ce n'est pas qu'à l'écrit, c'est à l'oral également. Enfin, vous avez une vraie présence, vous avez le verbe haut. Enfin, c'est très gentil. Écoutez, vous me faites beaucoup de compliments. Si vous le dites, j'ai au moins ça. Vrai ou faux, votre roman a été traduit en 30 langues? Faux, je crois que c'est plus. Je crois que. C'est 40. Je crois que c'est 36 ou 38. C'est génial. Je crois. Et le Vietnam dernièrement, il y a eu la Serbie, il y a eu le Perse. Mais... Et vous envoie à chaque fois un exemplaire? Alors, le Perse, c'est très bizarre, parce que c'est le seul pays, enfin un des seuls pays à ne pas avoir signé une convention internationale concernant la littérature. Et donc, ils n'ont pas acheté les droits, ils ont piqué, en somme.
C'est l'Iran. Hein C'est l'Iran. Ouais, et donc j'ai appris ça en voyant ça sur un site. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça c'est marqué en arabe, je ne savais pas du tout. Et je dis bah tiens, mon éditrice a oublié de me prévenir. Et donc voilà, donc il y a plusieurs éditions. Je pense qu'il y a plusieurs maisons d'édition qui. Mais sinon, oui, ils m'envoient tous ouais, j'ai la version vietnamienne. J'ai quasiment toutes les versions. Ça c'est sympa, oui. Ça c'est un peu l'étagère de la gloriole, vous voyez. Ouais, j'imagine, mais ça fait quoi d'aller défendre devant des personnes qui parlent une toute autre langue Bah, c'est très intéressant, très déconcertant, parce que en fonction des pays, les mentalités, évidemment, je ne vous l'apprends pas. Voici un lieu commun. Les mentalités sont radicalement différentes, et donc, par exemple, la différence entre l'Italie et la France, qui sont des pays cousins, séparés d'une chaîne montagneuse. En France, personne m'a parlé du fait, ou très peu de gens m'ont parlé du fait que dans Bojangles, je dévoile la fin, mais que les parents abandonnent l'enfant. Ou le divulgaché. Oui, divulgaché, oui. Que les parents abandonnent l'enfant, il y avait très peu de gens qui m'en ont parlé. Et je traverse, et je me retrouve à 2 heures de Nice, à Milan. Questo. Si, et c'était une question sur 3. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette idée de famille était beaucoup plus... Ce que j'allais dire, c'est l'icône familiale en fait. Ouais, et de la même manière, j'ai été applaudi à propos d'un raisonnement que je tenais depuis le début de la promotion en France concernant le mensonge. Je disais que le mensonge était nécessaire pour une bonne vie sociale. Sans mensonge, il y a disputes, violences, guerres... Il y a plein de mensonges, il y a le mensonge de confort, il y a le mensonge... le mensonge sans faire exprès. Le mensonge sans faire exprès, et il y a le mensonge pour ne pas vexer. Et il y a le mensonge de compliment également. On rencontre quelqu'un, on lui dit « Tiens, t'es bien habillé aujourd'hui ». On sait que ça lui fait plaisir, mais c'est un peu faux. Non mais c'est vrai, tout le monde fait ça, je pense. Ça rend la vie des autres plus agréable. Qu'est-ce que vous êtes élégant, ou sympa ce pull, voilà. Ça rend la vie plus douce. Vous avez bonne mine, madame. Voilà, vous avez une bonne mine. Non, c'est vrai. Et donc, je le tenais en France, et les gens souriaient poliment, voilà. Mais en Italie, j'ai tenu ce raisonnement à Milan, et les gens ont applaudi, à tout rompre. Ils ont éclaté de rire. Et je n'avais pas changé une intonation, ni... parce que je commençais déjà à être une machine à répéter exactement la même chose concernant tous les sujets, parce que la promo a duré 3 ans. Bravo. Et c'est très étonnant. Non, c'est très intéressant. J'ai passé quand même 3 ans fabuleux. Et je pense que j'aurais dû m'arrêter là. Non, je plaisante pas. Parce que justement, comme ça nous laisse ça nous donne l'occasion de se rencontrer pour discuter de développement personnel. Qui est un texte très drôle, hein. Il faut le dire. Hilarant, voilà, ça c'est un mot qui me plaît. Plus que drôle, hilarant. Ah oui, mais hilarant, mais vraiment, il y a des moments, moi j'étais tordu. Je me dis, mais c'est pas possible, presque à croire que ça vous en rajoutiez. Non, je n'ai rien rajouté. Et en même temps, c'était de se dire que on a quelque chose au fond de soi, qu'on a envie de le défendre mordicus, mais que tous les obstacles sont là en face de nous pour arriver là où on veut arriver, là où on sait qu'on a une place. Je parlais tout à l'heure en introduction de cette sensation d'avoir besoin de se faire une place dans la société, de savoir qu'on a cette place quelque part, mais de la difficulté de la trouver. Ce livre-là traite de cela. Oui, et je discutais avec des voisins en Espagne, et on n'est pas tous pareils. Hein, moi j'avais cette... peut-être parce que plus les années passaient, plus je m'enfonçais dans un trou noir et gluant, plus mes objectifs étaient délirants. Et il fallait que j'ai ça. C'était impératif. Je ne voyais pas autre chose. Il fallait que j'explose. Voilà. Et dans le bon sens du terme. Parce que si j'étais resté dans ce trou, j'aurais explosé d'une autre manière. J'ai été très attaché, et c'est assez fou parce que c'est arrivé au moment où j'étais le plus désespéré. Enfin... Ce texte a été écrit, Bojangles a été écrit en 2013, il a été édité en 2016, et sérieusement, c'était le moment où, ça m'est arrivé souvent tout au long de ma vie, mais c'est le moment où on se dit, mais j'ai tout foiré, 36 ans, c'est quasiment la moitié d'une vie, à s'être planté, à avoir poursuivi
ça n'est pas rien quand même. Et quand on a un travail et qu'on a un objectif artistique à côté, bon, ben, si on perce pas, c'est dommage, mais on a un travail qui nous plaît. Une sécurité. Une sécurité. J'en parlais à quelqu'un dernièrement. Elle a un travail qui lui plaît beaucoup. Et à côté, elle essaye de percer. Et j'espère qu'elle y arrivera. Mais elle a quand même un travail qui lui plaît beaucoup. Moi, je n'avais rien. Je n'avais pas de travail. Et encore moins un travail qui me plaisait, puisqu'il n'existait pas. Donc, ouais, j'ai eu une chance inouïe. Faut quand même le... C'est assez fou. C'est-à-dire que ça m'a permis de continuer à avoir une vie de marginal. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est-à-dire que là, maintenant, oui, vous êtes toujours dans la marginalité. Je suis dans une sorte de marginalité, oui, parce que... Désirable. Oui, parfaitement désirable, mais je suis normalement libre de tout ce que je fais, je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas de patron, je peux passer 6 mois sans travailler, j'ai ce luxe-là, donc c'est une autre marginalité. Évidemment, je préfère celle-ci que la précédente, même si la précédente, au tout début, entre 20 et 30 ans, je sautillais, j'avais un sentiment de liberté incroyable. C'est après que ça s'est un peu... Et donc c'est un roman qui est sur 2 thèmes. Alors, d'abord la thématique de la perte d'inspiration, puis ensuite la thématique de la genèse en fait, qui mène jusqu'à cette perte d'inspiration. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup là, c'est sur ce côté, tout le début, sur le fait de se dire, ok, bah, je suis libre, effectivement, comme vous le citiez, mais ça vient pas. C'est très drôle ces moments où vous passez en voiture devant le même gars à qui vous donnez une pièce et on vous imagine avec une grosse voiture et on vous imagine donnant vraiment son petit pécule à ce mendiant, mais au final il veut dire mais mince, mais je suis dans un cercle sans fin. C'est ça finalement, être exactement ce qui s'est passé, c'est ce cercle sans fin. Bah là en tout cas c'était le cas, et cette anecdote m'est venue parce que au début je savais pas du tout ce que j'allais écrire et je me suis dit parce que je n'avais jamais écrit sur moi. Et donc je me suis dit, si tu arrives à écrire cette anecdote, qui est le symbole de ce que tu vis en ce moment, là c'était avant de retourner au même endroit. C'était avant Florida. Oui, quand je laisse ma femme et que je file, je me dis c'est fantastique, la liberté et tout ça, etc. Et puis finalement, ça mon éditeur me l'a fait enlever parce qu'il trouvait que ça faisait trop. Bien fait, mais j'ai mis 4 heures à rentrer chez moi. Alors que là, on s'arrête au moment où je retrouve ma femme à Valence. Mais ensuite, je me suis encore perdu. Vous voyez, c'est-à-dire que... Non, mais mon éditeur m'a fait enlever une réalité. Parce qu'il m'a dit, ça fait trop. Vous êtes trop perdu. Mais oui, non mais... C'est fou. Et quand j'ai présenté une première fois mon texte lors d'une lecture, il y a une femme qui me croyait pas. Et alors que j'avais enlevé déjà... J'ai mis 4 heures à partir du moment où j'ai quitté ma femme et le moment où je suis rentré chez moi pour... Et quelquefois, la réalité est beaucoup plus invraisemblable que la fiction. Très souvent. Et alors, avec moi, c'est rarement dans le bon sens, mais encore plus. Je me suis dit, si j'arrive à expliquer ça et à faire rire les gens avec ce passage, ça veut dire que je vais pouvoir raconter le reste de ma vie. Quand je l'ai envoyé à mon éditeur, il m'a dit, c'est bon. Et je me suis dit, ah ça y est. J'ai réussi à exprimer... cette générosité euphorique quand j'abandonne ma femme parce que je vais être libre pour mon texte pendant 3 semaines, et le fait de devenir cinglé parce que je me perdais tout le temps et de retomber devant ce type-là qui me faisait de la peine et pour lequel j'avais de la compassion au début et à qui j'ai envie de casser la gueule 1h15 après. Et ça c'est un sentiment assez humain. Évidemment, il y a peu de gens l'expriment, ce sentiment de dire qu'on passe du type gentil, généreux, souriant au type qui a envie de tout péter. Donc j'avais envie d'exprimer ces 2 sentiments-là, et a priori ça marche sur certaines personnes. Voilà, c'est ça qui a déterminé l'écriture du reste. Et donc dans ce roman, vous en êtes bien sorti parce que vous avez évoqué la lutte contre la page blanche en parlant de la page blanche, mais pour le prochain. Ouais, je ne sais pas s'il y aura un prochain. Je n'en sais rien. J'ai des idées pour le coup. J'ai des sujets, je sais que je peux les écrire, mais
Prendre le temps. Ouais, j'en sais rien. On est dans un café. Ouais. Donc, moi, j'ai 3 petites questions à vous poser sur l'univers du café. Évidemment, vous savez ce qu'est un pousse-café. Oui, c'est avec un digestif. C'est, On met du Calvados, on non rajoute pas, c'est le petit verre à côté du. Ah, c'est le petit verre. Le Ouais. petit Ouais, verre, un c'est digestif, alors. Ouais. un Dijon. Très bien. Mais Donc ça j'ai bon. ça, un vous avez point. bon. One Un point. point. Puisque vous êtes souvent en Espagne, même la majorité du temps, d'après ce que je sais, je voulais que vous nous expliquiez la différence entre un café con leche et un cortado. Écoutez, Ah. un café con leche, c'est avec du lait, du sucre, c'est une grande tasse, et un cortado, c'est un café, un café très court, un ristretto, non? Je crois que c'est ça, hein. Eh bien, mais pas du tout. Alors, C'est vrai? pas du tout. Le café con leche. Donc effectivement c'est un café au lait, mais alors avec du lait qui est Chaud. du lait chaud qu'on Oui. fait à la vapeur. Oui. Et le café cortado, c'est du café avec juste un tout petit peu de crème de mousse de lait. dessus. D'accord, mais oui, voilà, c'est pour ça. Ma mère prend des cortados. Moi, je prends que des cafés solo. Donc, voilà, du moment que j'ai intégré ce dont j'avais besoin. Mais bon, vous voyez, je suis une quiche dans le domaine du café. Ah ouais, j'essaie de vous C'est donner lamentable, des pistes hein, sur un truc. Ouais, un non, mais truc pour c'est le café. gentil. En tout Le cas, café Ah. bonbon. Oui, bah, c'est avec du Nestlé, c'est avec du lait concentré. Exactement. Oui, merci. C'est bon 2 Non, sur c'est- 1. 2 sur 3. 2 sur 3, c'est pas mal. Oui. Donc le café bonbon est un mélange de café sucré avec du lait concentré et de l'eau, servi Oui. souvent dans un verre transparent afin de faire monter les couches, de montrer les couches de café. Et de lait. Exact. C'est beau, c'est très bon, mais c'est indigeste. Il y a des passages savoureux dans le développement personnel où vous êtes serveur. Oui. Oui, dans Et un ça se passe restaurant. pas très 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 mal. Bah, pas très bien plutôt. J'ai voulu raconter cette anecdote parce que ce service-là a duré, je pense, 5 heures. Et c'est un concentré parfait de toute mon expérience dans tous les métiers, dans tout le domaine professionnel. Rien n'illustre mieux l'inaptitude totale que j'ai à chaque fois que je trouve un boulot. Mais là, c'était multiplié par 10. C'est-à-dire que toutes mes tares, toutes mes lacunes étaient mises à contribution. et donc, je pouvais expliquer en un chapitre ces 5 heures et dire voici la raison pour laquelle je me suis tant acharné à vouloir écrire, c'est que dans rien, absolument rien, ça ne marchait. Eh bien justement, je revenais là-dessus. Pourquoi ? Parce que je veux vous dire, acharnez-vous. Oui. C'est génial, ce que vous écrivez est super. Je pense qu'on peut prendre n'importe quelle page et trouver quelque chose qui soit à la fois amusant ou qui donne à réfléchir ou qui apporte des mots qu'on rencontre quelquefois peu. Voilà. Hâte du prochain Merci beaucoup. roman, C'est Olivier charmant. Bourdeau. Je suis très heureux de cet entretien. Bah, moi Merci de m'avoir reçu. aussi. Merci. Vous avez écouté Un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux, et